Ok, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans cette table ronde qu'on a vue très participative. Donc, on frise tous les 5 intervenants d'avoir vos questions et essayer de vous répondre si ce que vous pouvez. Donc, tout d'abord, avant de commencer, juste 2 mots pour vous raconter pourquoi on a choisi le sujet de l'autonomie de l'architecture pour ce numéro de la revue Exercice. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la revue Exercice, c'est la revue qu'on fait depuis quelques années déjà à l'INSAB. Donc, on est dans le numéro 9. C'est une revue qui sort tous les ans, et plus ou moins pour la galette de roi, à peu près. Et puis que chaque année, on propose une thématique générale pour un dossier ouvert. Oui, mais je pense que il y a la chimie au jour. Voilà. Un appel ouvert article à tout le monde. Donc cette année, pourquoi on avait, avec Frédéric Sotinel qui est aussi là, pourquoi on avait choisi cette thématique de l'autonomie? C'était des débats qui étaient sortis à la suite du colloque qu'on avait organisé à l'INSAB, juste là, il y a un an, presque jour par jour, sur l'architecture évolutive et réversible. Donc, c'est ce colloque qui était parti en ligne aussi. Donc, pour ceux qui l'intéressent, ils peuvent le regarder dans le canal Vimeo de l'école. Nous avait amené plein de réflexions et plein de débats entre tous les intervenants qui avaient participé et qui nous ont amené à nous questionner sur l'autonomie de l'architecture. Pourquoi? Parce que on se questionne sur ce qui est permanent, sur ce qui est substantif dans l'architecture et ce qui peut être circonstanciel ou évolutif. On est en train de nous questionner sur quelle est l'essence de l'architecture et quelle est donc du coup l'autonomie ou le rôle de l'architecture dans l'acte de construire des villes. Donc, c'est pour ça que c'était proposé ce sujet. Et au moment qu'on a proposé ce sujet, il n'y avait pas encore le Covid, tout au moins en France, on n'avait pas eu de confinement. Et puis, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on pense que c'est encore davantage un bon choix qu'on a fait, parce que ça nous oblige, je pense, à tous les acteurs de la discipline à se mettre devant de la scène pour se re-questionner sur comment on a fait et comment on veut faire dans le futur. Donc, ces débats, il y a, à part moi, Michael Perrault, qui était avec Frédéric Sotinel, les instigateurs de cette thématique. Il y a aussi Anna-Maria Bordas à ma gauche, Christophe Camus et Jeanne Mamer. Donc, c'est un panel réduit de tous les participants, de tous les gens qui ont écrit, mais bon, c'était plus simple d'avoir un débat, pour avoir un débat fluide, c'était plus simple de faire un panel réduit. Donc, est-ce qu'on s'est dit, donc je vais laisser à chacun d'entre eux se présenter, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va organiser, on va essayer d'organiser en tout cas, cette table ronde autour de 3 thématiques. Une première thématique qui serait les liens entre l'autonomie et la discipline ou la pratique architecturale. Une deuxième axe qui serait l'autonomie et la forme architecturale. Et le troisième axe qui porterait surtout, notamment sur les enjeux d'aujourd'hui pour l'architecture. Voilà. Donc, c'est les 3 axes de débat. Et à chaque axe de débat, quand on pense avoir discuté entre nous, on va vous laisser la parole pour qu'on puisse aussi débattre tous ensemble, parce que c'est ça qui va, je pense, rendre plus intéressant et plus riche la table ronde d'aujourd'hui. Donc, je laisse à mes collègues se présenter avant de commencer sur le premier axe de discussion. Donc, allez-y. Hein. Vas-y, Anna-Maria. Anna-Maria est l'invitée extérieure en ça, donc la première. Bon, donc Anna-Maria Bordas,
architecte, ingénieure, enseignante en école d'architecture à Paris-Val-de-Seine et architecte en exercice à l'agence Bordastero. Ensuite, Christophe, vas-y. Oui, très bien. Christophe Camus, alors si je voulais justement faire remarquer quelque chose, je dirais que je suis peut-être le seul non-architecte des contributeurs, c'est à vérifier, d'ailleurs je n'ai même pas vérifié, puisque je suis sociologue, je suis enseignant à l'ENSAB, chercheur au GRIEF, le laboratoire auquel on est un certain nombre à appartenir, et puis bon, ouais, le sujet m'a intéressé. Enfin, si je peux dire un mot de plus, le sujet m'a intéressé parce qu'effectivement, je pense qu'il concerne aussi les sociologues et voilà, qui sont des critiques aussi peut-être de l'autonomie de l'architecture. On y reviendra. Voilà. J'y vais. Vas-y. Nickel. Ouais. Je suis donc Jan Onaner, je suis architecte et j'enseigne à l'ENSAB. Alors, ce qui est particulier, c'est que je suis architecte, mais disons que aussi bien dans la pédagogie que dans ce que j'écris, je propose une lecture assez large de l'architecture qui vraiment dépasse et parfois va à l'encontre de l'idée de maîtrise d'œuvre. Donc, finalement, c'est assez intéressant de voir que peut-être que l'architecture, on peut aussi la penser au-delà de l'acte de bâtir et du fait d'organiser en fait cet acte-là. Et justement, c'est une des questions qu'on va pouvoir se poser. Et la question de l'autonomie m'a d'autant plus intéressé que c'est une notion voilà, sur laquelle j'ai été amené à réfléchir, même si pas directement, parce que bon, j'ai beaucoup travaillé notamment sur Aldo Rossi, pour lequel la question de l'autonomie de l'architecture en tant que discipline et aussi l'autonomie des formes, on y reviendra, est quelque chose de très important. Et voilà, on en parlera tout à l'heure après. Frédéric. Donc Frédéric Sotinel, je suis architecte et photographe et je suis également membre et directeur aussi du GRIEF, donc le laboratoire de l'école. La question de l'autonomie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et notamment dans le cadre de mes explorations urbaines. Et c'est sans doute par rapport à ça, on pourra en reparler aussi. Ok, donc on va démarrer avec l'axe dont on a parlé, autonomie et discipline pratique. Donc pour démarrer, je vais solliciter tant Christophe comme Anna-Maria, parce que dans le texte, Christophe, toi tu dis que, je cite, mes enquêtes m'ont convaincu que l'architecture est un art social ayant à répondre à une infinité d'injonctions contradictoires et culturellement hétérogènes. Et dans cette même discussion, disons, il est dans l'aspect de la méthode de travail. Anna-Maria, dans ton texte, tu parles aussi de cette question des sujets contradictoires et comment la capacité de l'architecte essaie de transcender ces contradictions pour trouver un projet architectural. Voilà. Donc, je vous laisse, comme vous voulez, vous partager. Christophe d'abord, non? Oui, je commence. D'accord, ouais, je veux bien, ouais, bien sûr. Effectivement, sur cette question de l'autonomie par rapport à la discipline, par rapport au métier, la profession, etc. Bon, je pense effectivement c'est un peu là l'entrée principale de ma contribution, hein, qui du coup, moi j'aime bien m'accrocher justement aux mots, comment dire, pris dans, enfin voilà, la façon dont la thématique est annoncée. Hein. Et là, j'ai un peu joué avec, puisqu'effectivement, j'ai le titre de mon article, c'est l'impossible hétéronomie de l'architecture. Pour jouer aussi avec le titre, faire référence à un sociologue, là, un sociologue bourdieusien, hein, pour ceux qui connaissent Bourdieu, voilà, un sociologue bourdieusien qui
qui a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelle L'impossible autonomie des architectes. Et voilà, justement, j'ai repris un peu voilà, toute cette filiation inévitable quand on est sociologue dans une école d'architecture, que de faire un peu du rappel à l'ordre permanent sur le fait qu'effectivement, on ne conçoit pas de manière complètement autonome, libre, etc., mais qu'il faut tenir compte de tas d'impératifs, des habitants d'abord peut-être, des utilisateurs, etc. Et voilà, donc à la fois, voilà, j'ai repris ce discours tout en disant aussi, et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'interpellait, que voilà, c'est le travail c'est le travail normal du sociologue, effectivement, que de faire, que de transmettre un peu ce principe qui est un principe méthodologique finalement de conception aussi, qui alimente la conception, qui informe la conception, mais aussi du coup étant confronté alors c'est peut-être aussi là je renvoie aussi peut-être au la dernière thématique annoncée, les enjeux actuels, mais les enjeux actuels on les vit et on travaille avec aussi. Et du coup, aujourd'hui, moi, je suis confronté aussi à des étudiants en architecture. Alors, là, je sais qu'il y en a plein là qui écoutent, qui sont finalement dans l'idée de défendre une sorte d'hétéronomie de l'architecture, d'une plus grande écoute, par exemple, des usagers, des habitants, une plus grande logique d'autoconstruction, etc. Parfois, sans se poser la question aussi de ce que ça dit, aussi de leur autonomie créative. Donc voilà, c'est les questions qui m'intéressent là-dedans. Alors effectivement, je suis revenu aussi un peu dans mon article sur l'histoire du métier d'architecte, qui montre aussi que la profession spécifique d'architecte, elle existe par rapport à une logique d'autonomisation, par rapport au chantier, par rapport aux commanditaires, par rapport aussi instituant aussi un rapport construisant un rapport aux commanditaires aussi particulier, entretenant, voilà. Donc j'ai à la fois repris tout ça, résumé des choses qui sont assez connues dans les études de sociologie de l'architecture, même embarquées dans les écoles d'architecture, mais pour prôner aussi quelque part l'idée que on était aussi dans une époque qui du coup faisait revenir justement une hétéronomie d'architecture. Alors j'ai pas expliqué mon titre, mais on y reviendra peut-être. Enfin, je l'ai pas expliqué dans son fond, qui est effectivement il y a une impossible autonomie de fait. Je pense que je la partage aussi avec votre article, Mickaël et Anna-Maria, vous l'annoncez aussi un peu quelque chose de cet ordre sur lequel on est complètement d'accord. Mais du coup, c'est aussi une impossible hétéronomie complète, c'est-à-dire qu'effectivement, un architecte qui ne serait que, qui ne répondrait que à la demande au goût, aux attentes de l'habitant, il n'aura peut-être plus d'espace de création et de conception spécifique. Voilà ce que je peux dire de cette question. Oui, Christophe, c'est intéressant que tu nommes, tu parles de cette question du commanditaire. C'est vrai que j'ai trouvé très intéressant et très drôle dans ton article quand tu disais que l'architecte avait 3 compétences. Une, c'était l'esprit de synthèse. D'autres, la capacité. C'est vrai que c'est repris de Henri Allot. Ouais. Voilà. Donc l'esprit de synthèse, la capacité de dessiner ou d'être entraîné à dessiner, et puis la capacité de s'inscrire dans le langage du commanditaire, en fait, pour accéder à la commande. Donc, je pense que si cette question que tu évoques des injonctions contradictoires, elle est présente aussi dans notre article que nous avons écrit. Enfin, pour ceux qui nous entendent, on les a écrits à huis clos, parce que voilà, on ne savait pas ce que les autres étaient en train d'écrire, mais il y a des choses qui se retrouvent. Et c'est qu'en fait, tel que nous l'avons défini, l'autonomie pour Mickaël et moi était en fait non pas dire que l'architecture ne dépend pas d'autres savoirs, mais défendre qu'elle est autre chose que l'addition de savoir. Et donc cette autre chose, pour nous,
c'était pas la manipulation spatiale. Donc, pour nous, c'est pas ça qui fait architecture. C'est pas les techniques de construction, c'est pas ça non plus qui fait architecture. Mais pour nous, ce qui fait autonomie, c'est la manière de manipuler différents savoirs, qui inclut évidemment la manipulation spatiale, la géométrie, la technique de construction, la capacité de comprendre un usage, l'inscription dans un contexte physique ou culturel, etc. Pour nous, en fait, le cœur de la discipline est dans l'opération mentale qui permet de faire coexister, d'ordonner et de faire travailler ensemble différentes contraintes. Donc, c'est un peu, dans les trois que tu avais dit, pour moi, c'était vraiment l'esprit de synthèse qui primait comme élément fondamental, en fait. Et du coup, ça me renvoie aussi à des questions que Jeanne a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, comme il s'agissait d'une capacité à faire rassembler ces questions pour une œuvre complète, en fait, l'architecture est comprise comme une discipline du faire. Et donc, Jeanne vient de dire qu'il a vocation justement à se détacher de la maîtrise d'œuvre. Et alors, est-ce que la discipline du faire et de création de projets se détache de la maîtrise d'œuvre? Je pense que c'est un bon lien qu'on peut faire, non? Ouais. Alors bon, je dis ça avec une partie de quelque chose de sincère et un peu de provocation, c'est que la plupart des références dont j'ai parlé dans l'article, c'est à la fois des théoriciens et des maîtres d'œuvre, c'est des gens qui ont conçu des projets, qui ont construit. Donc, je ne crois pas que l'autonomie se résume au fait de se détacher de la maîtrise d'œuvre, du fait de construire. Par contre, je crois qu'il y a une part, effectivement, dans l'autonomie qui va au-delà du métier, au-delà de la capacité à obtenir une commande, au-delà de réaliser cette commande par des principes de réduction ou de synthèse. On reviendra à cette dialectique que je trouve très intéressante. Mais pour moi, dans l'autonomie, il y a je dirais, une forme d'utopie. Peut-être. Ce qui m'intéresse, c'est une forme d'utopie qui est liée à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on cherche, à un moment donné, dans un présent de l'architecture, de dire, bon, que pourrait être l'architecture, quelle pourrait être la société, et comment l'architecture peut penser cette société dans sa globalité. Et les architectes auxquels je me suis intéressé, au fond, se posaient toujours cette question. Que ce soit Aldo Rossi, que ce soit Adolf Loos dans un contexte vraiment lié à la culture au sens global. Donc, en somme, c'était aussi une volonté de donner sens à un métier, mais au-delà du bâti, au-delà de l'édification, mais dans une façon de concevoir l'organisation de la société, le rapport des forces sociales, des questions politiques. Et c'est là où on va pouvoir retrouver aussi des questions écologiques qui vous tiennent à cœur. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, à un moment donné, l'autonomie, c'était de se positionner en contre, en fait. C'est d'être contre, c'est de positionner de manière critique par rapport à une réalité qui était devenue une doxa, une idéologie sous-jacente. C'est ce que j'expliquais, en tout cas, c'est l'hypothèse de mon article, c'est que dans l'autonomie, il y a une dimension contre et une dimension pour. La dimension contre, notamment, je montrais qu'il y avait deux mouvements qui historiquement se répétaient. La dimension, c'était soit contre trop de formalisme, trop de réduction formelle, soit contre trop d'injonctions sociales, économiques, techniques, culturelles. Et que finalement, l'architecture, dans l'histoire de l'architecture, en tout cas savante, elle se positionnait par une volonté d'aller dans un sens ou dans un autre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent, on a tendance à associer l'autonomie plutôt à l'autonomie de la forme. Par exemple, si on réfléchit au livre de Kaufman sur le doux, il montre que l'autonomie de l'architecture est liée plutôt à une capacité de s'extraire de l'injonction du formalisme classique et de réintégration sociétale au sein du projet.
fait, il faudrait voir que l'autonomie, si on réfléchit c'est au sein une volonté d'être autrement, de faire autrement. Et parfois, c'est selon les conditions qu'on fait de telle façon. En fait, l'autonomie, c'était une façon de se donner une liberté contrainte, en fait, de se définir soi-même les contraintes à laquelle on va se mettre. C'est comme ça que je l'expliquais. Donc, c'était ce que j'appelais l'autonomie négative. Le premier moment de suspension négative. Et après, je disais que dans cette autonomie, il y a aussi un moment positif. C'est que d'abord, on essaie de dire, on n'est pas comme vous, on fait autrement, mais pour légitimer ce qu'on fait, la manière dont on fait, il y a le moment du pour. C'est-à-dire, on dit, on fait comme. Et là, c'est le moment positif, on essentialise. Comme par exemple dans des questions ethniques ou sociales, voilà, on dit on fait pas partie de ce grand groupe, on a cette singularité-là. Et là, c'est le moment de l'autonomie pour. Et je disais que pour moi, le danger, même si c'est tout à fait compréhensible, c'était de trop enfermer les choses dans cette autonomie pour. Le sens de mon article, c'est de défendre plutôt l'autonomie contre, le moment de critique qui est nécessaire, comme une émancipation, mais que quand cette émancipation, cet élan émancipateur, quelle qu'elle soit, quand elle s'enferme dans une identité, à mon avis, elle devenait plus problématique. Que cette identité soit formaliste ou écologiste ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'elle devienne un style. Vous en parlez d'ailleurs dans votre article de cette question du style, du type et du style. Je dirais que le type, c'est un moment de suspension qui est une forme de remise en question de ce qui des doxas ou des effets de mode d'une époque, mais quand le type engendre un modèle et engendre une esthétique spécifique, du coup elle devient un style, elle peut s'enfermer, c'est peut-être le moment pour qui est à mon sens le danger. Donc voilà, et qu'on se retrouve presque malgré soi toujours dans ce moment pour. Peut-être que c'est le principe justement de l'architecture de faire cette synthèse. La synthèse, c'est le moment positif, tandis que la tension dont vous parlez dans votre article, c'est le moment négatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on suspend un peu la tension et que dès qu'on cherche à part la synthèse, à dépasser, bah, on est dans le risque finalement de figer les choses. Je trouve intéressant, Jeanne, ce que tu dis, parce que quand j'ai lu ton article, je dis, mais non, en fait, être autonome, ça ne peut pas être donner la part belle aux sciences sociales, ou à l'usage, ou à la technique. Être autonome, c'est ce qui est essentiel ou indépendant de l'architecture. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Mais finalement, cette manière de procéder, comme tu dis, revendiquer l'autonomie, c'est réfléchir à ce qu'on croit être essentiel d'une architecture, nous parle en fait de la manière dont on a nous construit notre propre article. C'est-à-dire qu'on a très vite dévié de la discipline comme essence et on a commencé à raconter ce qui nous paraissait nous important de faire maintenant. Et du coup, quand on a terminé l'article, je me suis dit, mais merde, on n'a pas écrit un article sur l'autonomie, mais on a écrit un article sur ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Et justement, on a fait de ça. Oui, c'est vrai. Mais le débat qu'on a eu tous les deux, parce que Marianne disait non, mais on ne peut pas l'envoyer parce qu'on n'a pas parlé de l'autonomie. Et j'ai dit parce que la crise va tuer si je ne l'envoie pas. Moi, je voudrais, si je peux revenir là-dessus, j'étais interpellé là sur effectivement, je pense que l'autonomie des uns, c'est l'hétéronomie pour les autres et inversement. Donc, la question, elle est là. On est sur l'autonomie de l'architecture, de l'architecte, etc. Et du coup, c'est la part de. Enfin, si on voulait faire une formule, on pourrait dire effectivement que la prise en compte de l'hétéronomie, c'est-à-dire effectivement du goût des autres, de la demande des autres, etc. Ça redevient autonomie par l'opération de synthèse, en fait. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Effectivement, la synthèse, c'est une forme de appropriation. Mais moi, je voudrais ajouter justement par rapport, effectivement, j'ai cité les 3 compétences, la relevée par Henri Grémaud. En fait, c'est la synthèse, mais c'est la synthèse aussi qui se fait par une manipulation discursive aussi. C'est-à-dire, c'est aussi de faire, de faire croire, je cherche mes mots parce que j'hésite en fait, de faire croire ou
au sens fort du terme aussi commanditaire, à l'usager, à l'habitant, qu'il a une part d'action en fait dans cet acte créatif et dans cette voilà. J'ai parlé un jour dans un article du fait que dans une étude, enfin un article plutôt une recherche que j'avais fait, du fait que les architectes en fait qui étaient bien acceptés sur le marché de la maison individuelle, des petites interventions privées, etc. C'était l'architecte qui était capable de redistribuer de la créativité, c'est-à-dire d'être capable aussi comment dire, d'associer, d'écouter, d'associer effectivement son client, mais aussi de lui donner aussi l'impression, et un peu plus que ça, qui participe à cette action. Et bon, ça vaut aussi dans d'autres domaines. Hein. Effectivement, moi, j'ai pas mal travaillé sur le monde de l'architecture d'entreprise. Et des opérations réussies, c'était aussi des opérations où quelqu'un qui n'était pas du tout du métier, etc., avait l'impression d'avoir dessiné son siège social, son entreprise, etc. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter un petit truc aussi, je trouve que, alors oui, je disais l'autonomie des uns, l'autonomie des autres, ou l'autonomie et l'hétéronomie. Je veux dire, moi, ce que j'avais en tête aussi, je l'ai mis dans une petite note de mon article, c'est pas seulement, comment les références aux sociologues ayant montré que l'autonomie d'architecture était une construction ou un truc qu'il fallait remettre en question. J'avais aussi en tête, en fait, un philosophe qu'on dit parfois, mais c'est pas vraiment un philosophe, c'est André Gorz, qui du coup un penseur un peu retrouvé maintenant de l'écologie politique, etc., qui s'est intéressé au travail en fait avant de s'intéresser à l'écologie ou en même temps plutôt, et qui du coup en reprenant des thèses d'un autre philosophe qui est Ivan Illich, très proche en fait, distingue, et puis en reprenant aussi les thèses de Hannah Arendt, au final, sans doute, considère effectivement que dans nos activités, il y a une part hétéronome, il y a ce qu'on est obligé de faire pour gagner sa vie, etc. Et parfois en se salariant c'est presque de la prostitution dans son. Et puis, il y a une part, effectivement, de travail créatif qui considère comme autonome. Et on voit bien, effectivement, ce qui se joue dans ce débat, c'est aussi ça, c'est-à-dire au-delà de l'architecte et les autres, c'est la question, effectivement, de cette activité créative qui est distribuée, qui est partagée ou pas, quoi, qui est confisquée, un peu comme ce que dénonçait Henri Raymond, Henri Lefebvre, etc., dans les années 60-70. Voilà. Oui, moi j'ai pris la question de l'autonomie assez différemment finalement, puisque j'ai pris le parti de ne parler ni d'architecte, ni de distinguer entre des architectures savantes ou pas. Et donc j'ai essayé plutôt de voir qu'est-ce qui fait que l'architecture ne serait pas autre chose que l'architecture. Et donc, je me suis positionné plutôt en essayant de trouver une spécificité à l'architecture, en essayant d'éviter tout assujettissement, finalement, à d'autres disciplines. Et en réfléchissant à cette autonomie de l'architecture, je me suis dit que finalement l'autonomie de l'architecture elle se constitue dans la relation qu'il y a entre un usager et un objet qui est un objet construit, et c'est dans la manière dont l'usager construit la représentation qu'il se fait de l'objet que cette autonomie pouvait prendre place. Donc, c'est vraiment dans
dans cette spécificité de la relation entre l'usager et l'objet que j'ai essayé d'identifier ce qui pouvait fabriquer ou faire l'autonomie de l'architecture, en replaçant toujours aussi cette idée de l'autonomie de l'architecture véritablement dans le quotidien et dans la pratique quotidienne. Donc c'est sous cet angle-là un peu qui peut paraître peut-être un peu désincarné d'une certaine manière par rapport à l'histoire de la discipline ou à l'histoire de l'architecture ou à la théorie architecturale, que j'ai cherché cette autonomie de l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture fait que ne font aucune autre discipline? C'était un peu mon idée dans cette autonomie de la discipline. J'aurais une question à poser à Frédéric, justement par rapport à ça. Parce que j'ai trouvé vraiment intéressant donc, ton développement et ton angle aussi, en effet, de dire, bon, je ne vais pas réfléchir du point de vue de la discipline, je ne vais pas réfléchir du point de vue même du projet, ni des architectes, mais je vais réfléchir du point de vue du rapport entre l'objet bâti. Donc là, on pourrait dire qu'on parle de l'autonomie de l'objet. On a parlé de l'autonomie de la forme, de la discipline, là c'est l'autonomie de l'objet. Et finalement, dans son rapport à l'habitant, hein, tu le dis à l'usager. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que je trouve, à la fin, tu en arrives à cette idée de l'exemplification, c'est-à-dire quels sont les pouvoirs symboliques de l'architecture. Et là, donc, c'est en référence à Nelson Goodman, où il explique que chaque objet a différents types de pouvoirs symboliques et que l'architecture en aurait quelques-uns, mais pas tous. Et notamment, tu dis que par exemple, la force de dénotation, c'est-à-dire de représentation, que l'architecture aurait une force moindre par rapport à d'autres formes artistiques, notamment. Bon, ça, on peut en discuter de ça, parce que pour le coup, l'architecture est aussi utilisée comme l'architecture comme forme parlante. Elle a été utilisée pour diriger, pour orienter les sociétés. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la dénotation, mais c'est surtout l'exemplification. Tu dis quelque chose, je trouve ça très, très intéressant. Tu dis exemplifier consiste à échantillonner, dimensionner, spécifier pour que l'architecture exprime des qualités formelles qui vont accompagner les usagers dans leur mode d'habiter. C'est par l'exemplification qu'un bâtiment signifie ce qu'il est en lui-même et donne à percevoir les propriétés qu'il possède littéralement. Avec l'exemplification, il ne s'agit pas de représenter quelque chose, mais bien d'offrir l'expérience de propriété possédée et exhibée. Et là, après, je ne sais plus si c'était avant ou après, mais tu dis, voilà, la brique, la couleur de la brique, la taille des ouvertures, les choix des matériaux, etc. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est que si l'architecture fait ça, et qu'elle donne presque séparément la couleur de la brique, les proportions, tous ces éléments, en fait, l'autonomie, elle est où? Est-ce qu'elle est dans l'architecture ou elle est dans l'esprit de l'usager qui recrée une synthèse à partir de ça? Et moi, la question que je me suis posée en te lisant, c'est dans quelle mesure, en réalité, l'architecture ne propose pas d'emblée une synthèse de ces éléments-là? Qu'elle veuille ou pas, que ce soit une architecture classique ou savante ou pas, est-ce que l'architecture d'emblée ne propose pas une façon d'organiser une brique par rapport à une autre, telle fenêtre par rapport à une autre, et qu'elle ne propose pas d'emblée des hiérarchies, des rapports de force qui correspondent à des rapports de force aussi de la société, c'est-à-dire elle indique un extérieur, un intérieur, un plus petit, un plus grand, etc. Et est-ce que ça, pour toi, si ça existe, cette synthèse, est-ce qu'elle est dans l'exemplification ou est-ce qu'elle est ailleurs? Pour moi, on serait ailleurs, on serait plutôt dans la métaphore. J'ai repris la ligne. Séparer intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, c'est pas tout à fait une métaphore. Alors, ça peut être, ça dépend comment on le prend. Si on le prend au niveau politique ou au niveau de la représentation sociale, on serait dans ce que Nelson Goodman appelle la métaphore, par opposition justement aux qualités propres de l'objet.
qui sont de dimensions, de matériaux, de lumière, etc., qui sont des qualités qui accompagnent l'usage quotidien, on peut dire, l'usage qu'on fait de l'objet. Alors, sur la question de la synthèse, là aussi, c'est un point de vue, bon, c'est un peu le point de vue aussi de Nelson Goodman, c'est-à-dire que l'objet n'existe que dans la représentation qu'on s'en fait. Et donc, ça passe nécessairement par la construction de la représentation par l'usager de l'objet. L'objet, évidemment, est là, il propose quelque chose, mais comme le dit Goodman, les choses n'existent que parce que l'on peut en dire. Et donc, c'est cette idée que l'usager reconstruit ou construit la signification de l'objet architectural et construit aussi son expérience de l'objet architectural à travers ses propres usages. Donc, c'est dans cette idée-là, il y a quelque chose qui est très important à mon avis, c'est que l'architecture et la signification de l'architecture ne se construisent que parce qu'on la pratique, que parce qu'on l'explore. C'est pour ça aussi que Goodman dit ailleurs qu'il n'y a pas d'architecture qui existe en tant qu'architecture si elle n'est pas construite. Ce qui fait qu'il distingue, par exemple, complètement les architectures qu'on pourrait appeler les architectures de papier, les projets non réalisés, qui, pour lui, ne sont que des représentations de l'architecture, mais pas des architectures au sens strict, puisque ça ne fonctionne pas comme de l'architecture, et que donc c'est par l'usage et par l'expérience que l'on construit l'objet architectural en tant qu'usager. Donc, oui. Non, du coup, pour toi, Frédéric, est-ce aussi la symbolique qu'on peut trouver, qu'on peut donner à un objet architectural par rapport à celle de l'usager? Mais je pense aussi qu'il y a une symbolique et c'est un lien avec ce qui s'est un peu Jeanne quand on te posait la question, qui est la symbolique du pouvoir, qui est pas moins liée à l'expérience de l'usager et plus à peut-être une question politique. Oui, alors ça tout à fait. Mais ce serait du registre de la métaphore, pas de l'exemplification, au sens où la métaphore, c'est ce qui n'appartient pas littéralement à l'objet. Donc, la signification politique d'un objet, c'est quelque chose qui est représenté, mais l'objet en lui-même, si on reprend les catégories de Goodman, l'objet en lui-même n'est pas politique, n'est que métaphoriquement politique. Après, je pense que j'ai pas lu, mais donc moi il me semble que évidemment que l'objet a une forme pour le coup d'autonomie vis-à-vis de la politique, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, une autonomie relative, c'est-à-dire qu'un projet fait dans un contexte politique donné, avec une croyance politique donnée, je sais pas, on n'a qu'à prendre la Casa del Faccio de Terrani, à un moment donné, peut prendre des significations totalement différentes dans le temps, selon le contexte. Donc on est tout à fait d'accord, on peut trouver beaucoup d'autres. Mais pour moi, la question n'est pas là. C'est que la question, l'effet politique de l'architecture, elle n'est pas uniquement dans la représentation, la métaphore politique liée à un parti politique ou liée à une idéologie spécifique. Pour moi, c'est la force architectonique, c'est-à-dire le fait de séparer, de réunir, d'hiérarchiser, de répéter, de démembrer, d'unifier. C'est
c'est toute la manière dont l'architecture, comme rapport géométrique spatial dans le temps, qui est ancré en nous, qui conditionne notre façon de percevoir et de se représenter le monde, mais aussi notre monde, notre corps, par exemple. Il y a un haut et un bas, il y a une symétrie. C'est là que se joue la force politique au sens global, beaucoup plus général de l'architecture, et qui est tout sauf métaphorique. Elle agit en nous au-delà des jeux de représentation. À mon sens, c'est là où l'architecture est puissante. Sa force de puissance, et ce qui la rend potentiellement dangereuse, c'est qu'elle est similaire à l'idéologie, qui est une construction culturelle. Les idéologies sont des constructions culturelles, au-delà d'être telle ou telle politique. C'est des constructions qui sont nos façons de percevoir le monde, et l'architecture a une égale puissance pour constituer des façons de percevoir et donc de construire le monde. Et là, c'est bien au-delà de l'objet bâti, pour le coup. Excusez-moi, je pense que... En effet, c'est parce qu'il y a des objets bâtis. Oui. Je voulais dire en fait que ce que tu dis, Jeanne, sur que en fait l'architecture a une influence sur la manière dont on pratique l'espace, et qu'en fait c'est cette politique qui est symbolisée par une architecture concrète, donc qui conditionne la manière dont on vit, dont on pratique, etc. Il y a aussi un effet inverse, c'est-à-dire qu'à la fois les usagers ou les commanditaires, en tout cas, ont une influence importante dans la manière dont cette architecture est constituée. C'est-à-dire que l'architecture influence la vie, mais la vie et la construction sociétale influencent l'architecture. C'est pour ça que nous, dans notre article, on dit que l'architecture qui est produite est une construction sociétale. C'est-à-dire que, évidemment, l'architecte est auteur, parce qu'il conçoit, il fait transcender. Donc là, je trouve que quand Christophe disait il y a des opérations où quelqu'un qui n'est pas du métier a l'impression d'avoir décidé comment est le bâtiment, et en fait, c'est vrai, quoi. Le maître d'ouvrage a quand même des décisions très importantes qui conditionnent énormément l'œuvre. Et le travail de l'architecte est certes un travail de création, mais est aussi un travail de matérialisation d'un status quo ou d'une idéologie. Enfin, c'est un peu ce que tu racontes, Jeanne. Donc, l'architecte a le choix d'être pour, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement du commanditaire au sens large du terme. Ça peut être commande publique, privée, des séries d'usagers ou autres. Donc, l'architecte peut être pour ou peut être contre. Bon, c'est très difficile d'être contre. Donc, ça, je pense que c'est un sujet qui intéresse à la fois ce que racontait Christophe, à la fois ce que tu racontes, Jeanne, et aussi Frédéric, qui en fait nous parle de, une fois tout ce magma est passé, l'objet est là, et ceux qui restent, comment ils reçoivent tout ça. Hein. Et donc, je pense que l'influence va dans les deux sens. Ce que je trouve dangereux aujourd'hui, un peu, pardon, allez-y. Ouais, je voulais intervenir aussi en réaction à tout ce qui vient d'être dit d'ailleurs. Comment dire moi, j'aurais deux remarques par rapport à ce qu'a dit Jeanne aussi. Je pense que par rapport à tout ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire l'idée que l'objet est là et l'objet. Jeanne met plus l'accent là-dessus. Effectivement, l'objet. Par sa force, à son autonomie, quoi, à son autonomie en fait, et ses effets sur ceux qui l'habitent, ceux qui le parcourent, ceux qui le voient, etc. Moi, je suis très sur cette question-là. Moi, je pense que c'est important aussi de dire que l'architecture aussi, elle est dans l'objet construit. Elle est aussi dans tout ce qui accompagne en fait cet objet construit, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire aussi regardez ça, regardez ce détail, regardez cette configuration spatiale qui est quand même pas la même que celle du voisin ou celle d'autres époques de l'architecture ou celle d'autres types de production de bâtis ou d'espace. Il y a tout un moi je travaille pas mal là-dessus, effectivement, sur la question aussi l'espèce de continuité qu'il y a entre tout à l'heure Frédéric parlait de ça aussi,
de Goodman qui considérait que l'architecture matérialisée, enfin construite au sens de matérialiser, c'était l'architecture, alors que l'architecture de papier n'était pas. Or, effectivement, il est intéressant de voir aussi que l'architecture seulement construite, seulement matérialisée, qui ne, comment dire, qui n'a pas justement ce papier derrière, ou ces discours, ou nécessite parfois justement un travail de reprise. Je pense par exemple sur certaines architectures vernaculaires qui du coup sont jugées aussi remarquables parce que des architectes, pas que des architectes, aussi des historiens, des anthropologues, je sais pas quoi, vont souligner l'intérêt formel en fait de ces architectures. Donc il y a tout ce travail aussi qui passe par pour aller vite par les médias aussi, mais qui aussi a une continuité aussi avec le mode de production d'architecture qui se fait par le dessin, si on veut simplifier aussi à l'extrême, on parlait de la compétence à dessiner tout à l'heure, et puis par ce discours, en fait, qui n'est pas seulement un discours de reprise du discours de l'époque ou de la technocratie, comme disait Lefebvre et d'autres, mais qui est aussi un discours qui dit, c'est ce qu'on est en train de faire aussi d'une certaine manière, quand on discute aussi de la force ou de l'autonomie de l'objet architectural en lui-même. Voilà, donc je dis que ça, je pourrais en dire des tonnes là-dessus, mais c'est peut-être pas la peine. J'en profite pour faire le boulot un peu de Mickaël et dire que d'une certaine manière, je pense qu'on est passé au deuxième point, c'est-à-dire aussi sur la question de la forme. C'est un peu de ça dont on parle finalement sans le dire complètement tout de suite. L'autonomie de la forme. Il y a tout à fait raison, Christophe. Parce que comme ça, c'est parti dans d'autres sujets sans besoin de faire interface. Je me suis dit que c'était pas mieux et que le débat était plus fluide si on n'était pas très organisé. Donc je pense peut-être que malgré que c'est très intéressant ce que tu disais, Christophe, parce que nous on l'explicite un peu dans l'article sur la différence entre l'acte de bâtir et l'architecture et que le fait que l'architecture soit la culturisation de cet acte de bâtir, donc tout ce qu'il y a derrière du simple acte de construire. Peut-être on va profiter parce que ça fait 45 minutes qu'on discute malgré tout, donc de laisser aux participants de cette table ronde, au public, disons, de nous poser des questions ou d'échanger avec nous. Donc il y a déjà une première question qui a été posée via la discussion de Pierre. Donc, merci Pierre de votre audace de nous poser la question parce que toujours le public a du mal à démarrer les questions aux gens. Donc, il dit, je serais curieux de vous entendre sur la question de l'autonomie de la matière, la ressource disponible, les côtés sensibles de la matière, fortement manufacturée ou leur emploi. Merci à vous. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous quatre qui a envie d'amorcer la réponse. Je sais pas, moi j'ai un mot, moi je peux dire un mot là-dessus, je ne vais pas répondre, justement, je n'ai pas la légitimité complète pour répondre, mais effectivement, je pense que la question posée comme ça, c'est aussi... c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, l'autonomie de la matière, effectivement, aujourd'hui, avec l'intérêt environnemental aussi pour les questions, la problématique environnementale, et par exemple la polarisation sur certaines matières, le bois, la terre crue, etc., on est effectivement, on pose la question, effectivement, on pose la question de l'autonomie de l'architecture telle que je l'ai un peu formulée au départ. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que c'est la matière qui commande? Est-ce que c'est la tradition de cette matière qui commande, la tradition constructive? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est là qu'il y a une question aussi. Je te laisse suivre autrement. Non, mais ça reprend un peu ce que tu dis. Disons que l'autonomie de la matière et les questions de ressources, je pense que on peut séparer d'une part la dimension, je dirais, idéologique liée à l'écologisme et la nécessité
de prendre en compte la diminution des ressources et tout. J'en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que ça implique par rapport à l'architecture? Ça, c'est plutôt peut-être le troisième point des enjeux contemporains. Mais avant d'en arriver à ça, je pense que c'est d'abord la question, ça rejoint la question de la forme. C'est dans la dialectique forme-matière. C'est que la forme, on a tendance à l'imaginer comme quelque chose de permanent. Hein, c'est toute l'histoire de l'architecture et peut-être liée à ça. C'est la monumentalité de la forme, c'est la dimension symbolique de la forme qui est faite pour durer. Et on pourrait dire que c'est, enfin, selon qu'on soit du côté de Laugier ou d'autres penseurs, on considère soit l'origine de l'architecture, c'est peut-être le monument, le temple, le monument, mais donc, du coup, c'est pas l'élément qui nous préserve de la nature, mais c'est vraiment le rappel infini. Donc, on est en delà de la nature. Et du coup, c'est la forme dans cette dimension intemporelle, autonome, pour le coup. Et de l'autre côté, c'est que cette forme, elle est quand même faite de matière. Et que, quelle que soit la forme qu'on ait choisie, et même les formes les plus autonomes, à un moment donné, il y a des fissures, et il y a une énergie qui est contenue dans la matière. Moi, dans la conf que j'avais fait, là où Michael m'avait invité, je parlais de Rossi par rapport au Rossi qui est connu pour être le formaliste absolu, mais il s'intéresse justement à l'énergie qui est contenue dans la forme. Il s'intéresse au fait que dans la forme, en réalité, il y a une matière et que cette matière n'est jamais figée, qu'en réalité, elle est ni intemporelle, ni figée immobile, c'est qu'il y a une tension, il y a une énergie cinétique qui est contenue et qui donc résiste à la gravité, résiste à la ruine. Moi, je disais que ce qui m'intéresse dans le rapport entre forme et matière, c'est de considérer que cette architecture peut peut-être se situer dans une tension entre la dimension absolue et symbolique de la forme d'un côté et la ruine de la matière de l'autre. D'un côté, la forme doit résister à sa ruine, mais elle y résiste comme un imaginaire, dans un imaginaire, et par ailleurs, elle part en ruine. Et cette forme et cette matière qui a détruit la forme peut être réutilisée, elle peut être réemployée, et qu'elle contient en soi son réemploi. Et ça pose plein de questions. C'est qu'une forme absolue complète qui est fragmentée, qui est déjà détruite en fragments, qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on la réemploie et on garde des traces de l'ancienne forme, et des fragments de l'ancienne forme? Ça, c'est des choses qui ont constitué l'histoire de l'architecture aussi. Piranèse parle de ça. Rossi aussi s'intéresse à ça. C'est de savoir, au fond, on n'est pas obligé, en parlant de ressources disponibles, du côté sensible de la matière, etc., de mettre de côté toute l'histoire de la forme et sa dimension symbolique. Moi, c'est ce qui me gêne un peu avec l'idéologisme actuel de l'écologisme et de la construction en terre, puis en bois. Tout ça n'empêche pas la forme. Tout ça n'empêche pas que la forme ait une force symbolique et qu'on joue de ça, et que la monumentalité et l'immobilité sont toujours là. Oui, alors, oui. Frédéric? Non, juste rapidement, pour dire que tout à l'heure, on parlait d'exemplification, et Jeanne parlait d'exemplification à propos de mon article. La matière, dans ce registre-là, n'est qu'un élément de l'échantillonnage. C'est-à-dire que en cela, la matière, pour répondre à la question sur l'autonomie de la matière ne serait pas autonome, puisque ce n'est qu'un élément de l'échantillonnage, et que tous les autres éléments nécessaires pour échantillonner une forme architecturale, que ce soit la dimension, la lumière, l'épaisseur, etc., sont des choses qui font que la matière seule ne serait pas autonome de mon point de vue. Oui. Alors, pour ma part, je pense que effectivement, la matière, elle n'est pas autonome, elle est toujours dans un couple forme-matière, il me semble. Alors, on peut être pour une forme qui répond aux logiques de la matière, ça c'est une possibilité, mais on peut aussi produire des formes qui ne suivent pas la logique d'une matière. Alors, je m'explique, c'est qu'en fait,
avec l'émancipation de Beaux-Arts et le mouvement moderne, en fait, ce qu'on a fait, c'est de rejeter le formalisme per se, d'aborder le fonctionnalisme, de rejeter surtout l'ornement plutôt que le formalisme, je dirais, surtout l'ornement, et d'explorer le vocabulaire formel qui était associé aux matériaux de la modernité. Donc, on a exploré un vocabulaire formel qui était en lien avec les capacités matérielles, en fait. Donc, il y avait une sorte d'autonomie matérielle et un lien forme-matière très, très explicite. Et donc, maintenant, si cette écologie nous demande de travailler sur des matériaux biosourcés qui sont pas associés à ces formes de la modernité, eh ben, on est en obligation, il me semble, d'enquêter de nouvelles formes qui permettent de travailler avec ces matériaux sans forcément revenir à une lecture vernaculaire de matériaux. C'est-à-dire, pour moi, je pense que à la fois ce que dit Frédéric et à la fois ce que dit Jeanne est intéressant parce que voilà, on n'est pas dans l'idée de dire bah, c'est du bois, donc il faut faire la maison vernaculaire à deux pans et basta. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de réfléchir à la matière d'une manière différente. Et dans ce cas-là, on ne serait pas tellement dans une autonomie de la fonction matière, mais dans une recherche d'un détournement. D'ailleurs, j'ai fait une intervention dans un colloque lundi qui parlait de la plastique et la mise en œuvre, où j'ai proposé un article qui s'intitulait « Le détournement de l'unité constructive à l'origine de la conception du projet ». Et donc, pour moi, il y a vraiment dans notre travail d'architecte une notion de manipulation de la matière qui va au-delà de la simple logique résistante ou logique signifiante, en fait, de cette matière. Je pense que ça fait écho à ce que disait aussi Frédéric. Mais si je peux réintervenir là-dessus, moi je vais prendre un exemple dont j'ai parlé dans un autre article dans la revue, c'est qu'il y a, quand j'étais, il y a des années de cela, en fait, j'avais plein d'étudiants qui venaient avec, avant qu'on parle aussi directement des problématiques environnementalistes ou écologiques, qui du coup qui parlaient matière en fait, qui voulaient faire des mémoires sur la terre crue, et je comprenais pas bien d'ailleurs ce qu'ils voulaient faire là-dedans, etc. Et moi j'ai mis un certain temps en fait à faire la connexion en fait entre ce choix de matériaux, cette polarisation sur des matériaux, et une polarisation à la fois sur une question environnementale qui était émergente chez les étudiants à l'époque et qui était, voilà. Mais l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, justement, la problématique est beaucoup plus émergée, justement. Et quand on dit autonomie de la matière, en fait, je pense qu'on dit un peu le contraire de ce que tu viens de dire, Anna Maria, c'est-à-dire on ne dit pas la matière, elle est, elle vient d'arriver, elle vient d'être inventée, elle vient et recèle un potentiel d'innovation. On dit plutôt derrière, il y a une culture constructive, il y a des traditions, il y a des formes, etc. Et voilà, quoi. Ce qui est pas du tout une obligation, mais voilà, je pense qu'il y a demain, j'ai envie de dire de même qu'il y a 10-15 ans, la terre crue pouvait venir comme quelque chose qui recouvrait une problématique environnementale et aussi de participation sans doute, etc. et tas d'autres choses, mais principalement ça. Autant aujourd'hui, cette matière, elle arrive aussi avec du coup quelque chose de préformé, qui est une critique aussi du béton, voilà, du glacier, du verre et de l'architecture dont tu viens de parler, qui était effectivement qui s'appuyait aussi sur ces matériaux nouveaux pour faire une architecture nouvelle dans une société nouvelle, etc. Là, on n'est plus tout à fait là-dedans. Et je pense que je suis en train de vous faire tourner du coup au troisième thème aujourd'hui, quelle est la question contemporaine. Juste quelque chose, Christophe, pour partir de ça, de ce qui a été dit. En effet, on peut considérer que le rapport entre forme et matière va soit dans le sens d'une tradition,
on va retourner à des traditions plus ou moins vernaculaires, etc. Donc, on va les retrouver à travers des postures plus ou moins régionalistes, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là aujourd'hui, donc qui est proprement idéologique aussi, quand même. Et par ailleurs, il pourrait y avoir la position de dire, celle que finalement Anna Maria défend, d'après ce que je comprends, qui est une position plutôt moderniste, au fond, celle de dire, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles conditions de production de la pure, on réfléchit aux formes que cela peut engendrer. C'est-à-dire qu'on peut inventer de nouvelles formes qui correspondent à ces nouveaux matériaux, ces nouvelles techniques. C'est vraiment l'attitude moderniste défendue par Loos, défendue par Le Corbusier. Enfin, c'est vraiment le fin 19e, début 20e. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je dirais que dans les deux, il y a une injonction qui est donnée par la matière à la forme. Et dans le premier, elle est culturaliste, elle est liée à une tradition. Dans l'autre, elle est liée au matériau et au mode de construction. Mais on pourrait aussi dire, dans une position beaucoup plus formaliste, au fond, dire que le fait de travailler telle matière et de donner l'importance à son réemploi, etc., quel que ce soit la terre, le bois, n'empêche pas que la forme peut avoir une autonomie par rapport à la matière. On peut être dans une dialectique plus tendue entre forme et matière. C'est des positions à trouver. Je ne sais pas concrètement qu'est-ce que ça implique. Est-ce que ça implique d'associer tel langage à telle matière, c'est-à-dire d'associer le langage de tel matériau à un autre matériau, ce que Loos critiquait comme quelque chose d'affreux? À mon sens, non. C'est vraiment de considérer que le langage architectural peut aussi se détacher de la matière. Mais on peut être dans les deux à la fois, je pense, parce que, par exemple, si on regarde le travail d'Herzog et de Meuron, la forme de leur projet in abstracto est très simple, très détachée de la mise en œuvre constructive, mais c'est une forme simple, justement parce qu'on veut mettre en valeur la texture et la richesse matérielle d'une peau. Et donc, on est à la fois en train d'explorer des formes pour ces matériaux. Hein. Je pense par exemple au projet qu'ils ont fait pour le campus Vitra de Chaux-des-Paux, où ils prennent des briques, ils les coupent et ils créent une texture rugueuse très abstraite. Et ben, ils sont en train de faire une forme à deux pans, mais dont la force ne réside pas dans la forme. Enfin, il y a une double force, une forme très simple, avec une peau très sophistiquée. Et cette sophistication-là vient d'un détournement ou d'une transformation de la matière, je pense. Et donc, dans ce cas-là, on est à la fois dans les deux de ce que tu disais, Jeanne. Tu disais, soit on est dans des formes symboliques fortes, soit on est dans une exploration matérielle. On peut réunir les deux, en fait. Oui, je pense aussi qu'on peut réunir les deux, et ce qui serait intéressant de les réunir, mais sans forcément avoir une synthèse. Par exemple, dans quoi tu positionnerais la maison Schröder de Rietfeld? C'est-à-dire, c'est construit quasi avec des bouts de briques assemblés, un peu de bois, un peu de tout. C'est vraiment une construction où on s'en fout complètement de la matière, mais c'est un travail de la forme. Ça, vous le positionnez, est-ce qu'on est dans quoi on rentre? Et en même temps, ça dit quelque chose sur la construction et ça dit quelque chose sur la matière, finalement. Je pense que tu t'es répondu à toi-même. Je pense qu'elle est dans les deux, non? Enfin, c'est ma vision. Oui, je pense. Je pense aussi. Alors. Est-ce qu'on a d'autres questions de participants? Vous voyez que chaque question, chaque sujet peut nous amener très très loin. Très très loin parce qu'on est très excités. Mais vous avez des questions dans le public et que vous avez envie de poser aux auteurs de la radio. Vous pouvez la mettre soit via la discussion, soit Carole, je ne sais pas s'ils peuvent la dire. Il y a une question au chat. Hein. Sur le chat. Hein. Ah, oui, ok. Marie-Prelle. Donc, j'ai relié ce qu'elle dit pour que tout le monde dit bonjour, merci beaucoup pour la richesse de vos échanges. À propos de l'architecture des papiers versus l'architecture construite. Qu'est-ce que l'objet construit dans la discipline, qu'est-ce que c'est l'objet construit dans la discipline architecturale? Pensez-vous que l'objet est architecture, que l'objet est une démonstration de toutes les architectures potentielles contenues dans le projet papier? Oui, c'est pertinent. C'est très pertinent comme question.
Donc, vas-y, Dylan, vous êtes pas motivé. Moi, je dirais qu'elle est même plus que cela. Clairement, pour moi, elle n'est pas le premier, que clairement, l'architecture n'est pas, oui, en tout cas, elle ne se limite pas à ça, sinon, bah, il n'y aura pas d'architecture et pas d'architecte, à mon sens. Ça va même plus loin, à mon sens, que l'architecture de papier, parce que dans l'architecture de papier, on reste encore dans le dessin de l'objet architectural, le dessin de l'édifice. Pour moi, l'architecture, c'est dans notre esprit, c'est dans notre perception, dans notre représentation du monde. À partir des objets construits réels, comme le disait Frédéric, mais en même temps, finalement, notre perception de notre environnement construit fait qu'on reconstitue mentalement des environnements consciemment ou inconsciemment, et qu'on subit des constructions mentales de notre environnement. Et l'architecture, c'est ce régime de construction en fait de notre rapport à l'espace, ce qu'il divise, c'est le plus grand, le plus petit, le plus haut, le plus bas, le plus humide, le moins humide, et c'est des choses qui ne sont même pas sur papier. Moi, je répondrais aussi un peu de manière provocatrice en disant que finalement, enfin, en reprenant peut-être aussi les, comment dire, c'est Béatrice Colomina qui dit ça aussi, que effectivement, que finalement, la construction dans le sens de matérialisation est finalement une représentation parmi d'autres, quoi, de l'architecture. D'ailleurs, je pense qu'avec cette question, on revient effectivement au débat qu'il y a eu entre Frédéric et Can là-dessus, et je pense que cette question de la, comment dire, ce retour en fait à l'interprétation, moi ça me fait penser, j'avais envie de mentionner ça tout à l'heure, ça me fait penser à comment dire, ce philosophe postmoderne Stanley Fish, qui raconte une petite anecdote, alors, du coup, qui est un prof de poétique, de littérature, et qui raconte un jour, qui fait croire à ses étudiants, qui rentrent dans une salle de séminaire où il y a eu un cours de, je sais plus, de maths ou de je sais pas quoi juste avant, et il fait un séminaire, lui, de poétique, il travaille sur la poésie, je sais plus quoi, élisabéthaine, un truc comme ça, et il y a des trucs écrits des bribes de mots écrits au tableau, et un étudiant qui pense, je ne sais plus comment il raconte ça, mais enfin, bref, tout un travail sur est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est un poème, finalement, ces restes du cours d'avant, que personne ne pense d'ailleurs être des restes de cours d'avant, et du coup, voilà, il explique en fait que le cadre intellectuel dans lequel ils sont, en fait, dans ce séminaire, etc., fait que on peut commencer à interpréter quelque chose qui n'est pas de la poésie en l'occurrence, comme étant potentiellement de la poésie, parce qu'on a une espèce de, voilà, un bagage culturel qui permet de le faire. Et je pense que c'est ce que, bon, c'est aussi toute une réflexion postmoderne. Hein, son bouquin s'appelle quand lire, c'est faire, hein, ce qui est, voilà, et c'est effectivement, il y a cette dimension-là, mais moi je considère effectivement que tout ça, c'est aussi encastré dans tout un système de production de cette culture qui effectivement se limite pas à l'architecture de papier, mais comprend les expositions, ce qu'on est en train de faire là quand on discute sur ce qu'est ou ce que n'est pas l'architecture. Voilà, tout ça contribue effectivement à construire ce cadre interprétatif. Pour répondre à la question, est-ce que les architectes voient mieux l'architecture que les autres, oui et non, je dirais non, dans la mesure où je ne sais pas si, par architecte, au fond, c'est des gens qui sont formés dans des écoles d'architecture. Pour moi, un architecte, c'est quelqu'un qui est formé dans une école. Mais après, ça dépend de comment, justement, cette formation est faite, et ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme architecture. Mais de plus en plus, on va orienter les architectes à devenir des bons maîtres d'œuvre, à gérer de répondre à des programmes, et de devenir des décorateurs d'extérieur ou d'intérieur, moins ils seraient capables de répondre à ce qu'on appelle l'architecture depuis tout à l'heure au sens plus large. Après, à mon sens, je suis d'accord avec Christophe, c'est que c'est quand même une construction sociale et culturelle, et que c'est malgré tout, c'est là qu'il y a un problème d'ailleurs, c'est que
le danger, c'est quand ça devient une élite qui définit sa propre culture. Sauf qu'aujourd'hui, il semble assez clair que cette culture définie de manière assez élitiste par les architectes, à la fois, elle semble paradoxalement avoir de plus en plus de pouvoir. Même, on voit dans les nouvelles esthétiques des jeunes architectes qui commencent à avoir de plus en plus d'effets dans les concours, etc., à se construire. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'elle est totalement déconnectée de la réalité de la vie des gens. Et du coup, je dirais que finalement, ça dépend des époques. Quand cette culture architecturale répond aux besoins, aux sensibilités d'une grande majorité de la population, je dirais que oui. Mais si ce n'est pas le cas, non. Et ça devient même très dangereux. Je dirais, ça devient une culture, une élite dangereuse. Mais peut-être que la question n'est pas tellement est-ce que les architectes voient mieux l'architecture que les autres, mais la question pourrait être est-ce que les architectes voient autrement l'architecture que les autres. Et cette question serait du coup pour Frédéric, il me semble, après tout ce que tu expliques dans ton article. Non? Oui, c'est-à-dire que Merci Marie, encore. Hein. Je pense que les architectes voient l'architecture certainement différemment. Alors il y avait une autre partie dans la question, dans la dernière qui est arrivée là, sur le chantier. Je dirais que l'architecte dans sa pratique, je pense que quand on parle d'architecture de papier, effectivement, on peut avoir une latitude d'interprétation importante. Et en même temps, je crois que tout le travail de l'architecte, qui est de porter le projet vers la construction, c'est justement un travail de réduction d'incertitude pour que, arrivé au stade du chantier, il y ait le moins d'interprétation possible. C'est-à-dire que quand on est à un stade d'esquisse ou effectivement, on peut dire que tel ou tel aspect du projet, ça peut finir comme ça ou autrement, mais quand on va vers le chantier, je pense qu'on essaye que justement il n'y ait pas d'ambiguïté et que on ne soit pas sur le chantier en train de se demander ce qu'on va faire et si on peut faire ça ou autre chose. Donc peut-être qu'en ce sens-là aussi, l'architecte a une vision plus précise du projet, je pense. Et pour le reste de ce qu'on disait juste avant, je crois que la distinction que je faisais tout à l'heure entre architecture de papier et architecture construite, pour reprendre le terme de Goodman, c'est une différence de fonctionnement dans l'expérience que l'on fait de l'objet. C'est-à-dire quand on fait l'expérience d'une architecture de papier, on fait l'expérience de quelque chose qui est représenté à l'ordinateur ou en dessin, peu importe, mais qui est une représentation. Quand on fait l'expérience d'un objet construit, on le parcourt, on l'utilise, on s'installe dedans, et donc on est du point de vue de l'usager, on est dans une autre forme d'expérience et dans une autre forme de fonctionnement, pour reprendre le terme exact de Goodman, qui me semble assez approprié. Je vois la question de Léa qui a été partiellement répondue par Frédéric, mais que je redis à tous au cas où les autres intervenants ils ont envie aussi de rajouter quelque chose. Elle dit, vous parlez d'autonomie de l'architecte et de celle du maître d'ouvrage. Qu'en est-il de l'autonomie de l'architecte sur le chantier avec celle de l'artisan ou l'ouvrier, maître de la matière? Encore une fois, ça dépend tellement des contextes.
pour répondre à la fois à cette question et à la remarque de Frédéric tout à l'heure, ça me fait penser à Loos, en fait, à Loos qui disait qu'un même bâtiment juste dessiné, si on sort le dessin d'un bâtiment qui est magnifique, sur les dessins, on peut avoir l'impression d'un bâtiment qui est affreux, parce que tout simplement, la réalité de l'expérience d'un bâtiment construit n'a rien à voir avec le dessin, et inversement, il disait que un bâtiment qui était très mal dessiné pouvait donner lieu à un bon bâtiment, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, effectivement, expérience très différente des deux. Et pour revenir toujours à cette question du rapport à l'artisan, moi je pense que c'est là que se pose la question du dessin. C'est que dire que l'architecture, le rôle de l'architecte se trouve dans le dessin, dans le synthèse par le dessin, moi j'en suis pas forcément convaincu, par exemple. Et là, on peut prendre le travail de Loos, c'est que pour moi, encore une fois, c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir réduire l'idée de maîtrise d'œuvre. C'est que pour moi, ou en tout cas le rôle de l'architecture dans la maîtrise d'œuvre, pour moi, l'artisan est autant un architecte qu'un architecte maître d'œuvre. C'est-à-dire parce que par sa compréhension de la matière, par sa compréhension des fortes dimensions de cette matière, l'artisan peut constituer un espace, donc une architecture à la fois forme, espace, structure, qui sera peut-être beaucoup plus efficace, beaucoup plus forte que celle d'un architecte qui va dessiner. Donc, c'est vraiment des approches différentes. Moi, personnellement, dans ce que je fais entre guillemets en tant que maître d'œuvre, j'ai tendance au maximum, dans la mesure du possible, à essayer d'apprendre des artisans. Et les laisser faire au grand maximum. C'est-à-dire, je fais plus confiance aux artisans qu'à mes propres dessins. Ça pose une question de est-ce qu'aujourd'hui, je parle de quelque chose de vraiment en petite échelle, c'est des constructions de luxe d'intérieur petite échelle, mais je pense que ce que je dis n'est pas possible quand on fait des grands bâtiments et qu'il y a 50 intervenants entreprises qui veulent juste baisser les prix et faire des choses. Donc, du coup, l'architecte doit dessiner. Surtout la confiance dans des cadres comme ça, elle peut commencer à se monétiser assez rapidement avec beaucoup de zéros. Mais non, je pense que la question... oui, les questions sur le chantier avec celle de l'artisan ouvrier maître de la matière. Moi, je conteste un peu cette affirmation parce que en fait, évidemment, les gens qui manipulent la matière tous les jours la connaissent beaucoup mieux que nous. Mais je pense que, et donc Jeanne, tu dis, je fais confiance à celui qui sait faire. Mais je pense que nous, on se doit d'essayer de comprendre le maximum, parce que si on est juste dans la position de celui qui dessine in abstracto et qui après laisse faire les maîtres de la matière, eh ben, on n'est pas capable de tirer le maximum de partie de cette matière. Et je pense que c'est aussi notre rôle de penser la matière autrement en tant que créateur, vraiment, véritablement. C'est-à-dire, prenons par exemple des sculpteurs qui cherchent à travailler vraiment la spatialité ou à créer des formes. Et ben le travail d'un sculpteur, si vous regardez les sculpteurs du XXe siècle, sont souvent associés au travail de 1, 2 ou 3 matériaux. Et ils se concentrent véritablement dans ces matériaux. Pourquoi ? Parce que en connaissant ce que le matériau est capable de faire, ils sont capables de créer des choses novatrices. Et donc, je pense que notre travail en tant qu'architecte est un peu assimilable à celui-ci. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne manipule pas nous directement, mais on se doit d'essayer de comprendre mieux ce qui se passe et donc de partager cette maîtrise de la matière. Évidemment, on ne va pas l'enlever à ceux qui la manipulent, parce qu'ils en savent bien plus que nous souvent, mais on doit essayer d'accumuler le maximum de connaissances. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Si je peux participer à cette discussion... Je ne disais pas que... Juste pour répondre à ça, mais je ne disais pas je décide et après je laisse les autres construire, justement pas. Je dis que le dessin, pour moi, il évolue dans l'échange. Mais encore une fois, je parle d'un cadre où c'est très privilégié, où les artisans ont de véritables connaissances très précises sur des choses, ce qui n'est pas le cas dans la plupart, malheureusement, des métiers. Malheureusement. Oui, non, je ne voulais pas du tout aller contre ce que tu fais. C'est-à-dire que dans d'autres cadres, ça peut être fait un peu différemment, c'est-à-dire intégrer ou aller vers des artisans, des entreprises en amont dans la conception pour qu'à la fin, quand on passe le DCE, voilà, tout roule, quoi. Donc, mais effectivement,
ce travail collaboratif me paraît important. Je voudrais dire 2 mots là-dessus. En fait, je pense qu'il y a une infinité de situations, hein, ce que vous avez commencé à dire aussi en précisant les choses. Il y a aussi, comment dire, moi je ne crois pas à cette idée, enfin même si, voilà, c'est un idéal actuel, mais je ne crois pas à cette idée du maître de la matière. Je pense que, indépendamment, voilà, on ne peut pas distinguer toutes les situations, mais justement, moi, pour avoir fait de l'observation, un peu de travail d'architecte, en allant sur les chantiers aussi là-dessus, il y a des tas de cas aussi où l'artisan, finalement, il est porteur, non pas d'une maîtrise de la... Enfin, porteur d'une maîtrise de la matière, de son matériau d'une certaine manière, mais aussi de formes, de codes stylistiques, etc., qui peuvent aller avec et qui peuvent entrer en contradiction avec ceux qui sont défendus par l'architecte. Moi, j'ai eu des tas d'exemples comme ça de dialogues où effectivement l'architecte voulait détourner, un peu comme tu dis Anna Maria, comment dire, pas détourner le matériau, mais détourner aussi les modalités de mise en œuvre de ce matériau qui étaient traditionnelles, d'une certaine manière, ou classiques. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, l'autre petite remarque que je fais, en fait, qui va dans l'autre sens aussi, aujourd'hui, on voit aussi aujourd'hui apparaître cette formule d'architectes qui sont charpentiers, menuisiers, boulangers, etc. On est aussi dans cette espèce de reconquête d'un artisanat, effectivement, justement, un peu savant, un peu riche, que Jeanne indiquait tout à l'heure, aussi, de ceux qui travaillent. Voilà, je me fais remarquer ces 2 points-là. Juste une chose, il y a Christiane Brevet et Gilles Malzac, qui sont 2 des auteurs d'articles qui sont là. Donc, si jamais vous avez des questions à leur diriger à eux, profitez qu'ils sont là. Donc, je vous remercie de vous avoir connectés et puis aussi d'avoir répondu à l'appel à la communication qu'on avait fait à l'école. Et d'ailleurs. Peut-être allumer la caméra? Oui, allez-y, allumez la caméra si vous voulez. Et puis je profite parce qu'il y a Gilles qui a posé. Il y a Christiane d'ailleurs qui a posé une question. Qui dit aujourd'hui la matière ne sert-elle pas plutôt l'atmosphère plutôt que la forme dont on a beaucoup parlé, l'invisible plutôt que le visible. Donc, Christian, si tu veux dire quelque chose ou sinon les autres, si vous voulez y parler, allez-y. Peut-être ce sera intéressant qu'il nous explique, peut-être étant lui-même contributeur, ce qu'il entend justement par cette idée. Est-ce que c'est une vraie question pour nous ou est-ce que c'est un questionnement que tu as et que tu voudrais partager avec nous? Il faut allumer le micro. Il faut allumer le micro, Christine. On ne vous entend pas. C'est bon. C'est bon? Ouais. Oui. C'est moi qui ne sais pas me servir de votre logiciel, je n'ai jamais utilisé. Donc j'ai tâtonné un peu. La question, oui, sur la matière, je suis un peu surpris qu'on parle encore beaucoup de la forme. En fait, il me semble qu'une des caractéristiques de l'architecture contemporaine, et finalement une de ses formes d'autonomie, c'était précisément de délaisser un peu la question de la forme et du visible, du trait, de tout ce qu'on dessine, pour un travail beaucoup plus orienté sur la tectonique et l'atmosphère dont, je ne sais pas, un assez grand nombre d'architectes parlent actuellement. C'est un peu ça, je pense. Donc, je pense que l'architecture est en train de prendre une deuxième dimension, qu'elle n'avait pas auparavant, et que c'est très caractéristique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la forme... tout à l'heure, il a été parlé d'Herzog et de Meuron qui prenait la forme du temple, en fait, pour un peu en dérision, par défaut, parce qu'elle n'avait pas d'importance pour eux. Ils travaillaient beaucoup sur la tectonique, sur le matériau, qui les intéressait beaucoup plus. Le grand rectangle avec le toit de pan, c'était une espèce
non-choix, en fait, qu'on oublie d'ailleurs beaucoup dans mon travail, on ne l'aperçoit pas, on finit par l'oublier, quoi. Voilà. Je ne sais pas de quoi voulez-vous que je vous parle. Moi, j'ai surtout parlé d'enseignement. Enfin, l'autonomie, je l'avais pris sur le plan d'enseignement et de qu'est-ce qu'on a en fait. Mon article, c'était plutôt orienté sur la question qu'est-ce qu'on enseigne. Vous êtes une école d'architecture, j'appartenais à une autre, je suis à la retraite, professeur à la retraite. Qu'est-ce qu'on enseigne en fait? Est-ce qu'on continue d'enseigner l'architecture ou seulement le projet, quoi, en fait? Et la tendance aujourd'hui va un peu vers une disparition de cette discipline, mais qui est une nouvelle discipline, comme j'ai un petit peu expliqué, qui a beaucoup changé, en fait, qui est une discipline que j'avais qualifiée qui n'est plus une théorie, mais qui est une discipline en marchant, si vous voulez, une discipline de questionnement et non pas une discipline d'affirmation, de recettes, de type, de tout ce que vous voudrez. Donc on est sur, mais elle n'a pas disparu, en fait, pas du tout. Je pense qu'elle ne doit pas disparaître. Voilà, on va assister à des agrégations de l'architecture, on va assister à des démonstrations de la forme, on va assister à des expositions d'architecture, mais plus à ce que doit être l'architecture, c'est-à-dire un lien entre les gens, et les habitants et leur environnement, les habitants entre eux, mais sûr aussi un existentiel, en fait. L'architecture nous sert à exister. Donc, Justement, je pense que, Christian, ce que vous proposez de dire que la discipline est en train de disparaître pour laisser naissance à une nouvelle discipline, nous, dans notre article, on ne voyait pas ça tellement comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on pense, en fait, qui est en train d'arriver, c'est que les conditionnants qui ont créé une architecture, qui était l'architecture du XXe siècle, ont changé. Et donc, l'architecture qui est héritière de cette architecture du XXe ne répond pas aux conditionnants actuels. Et donc, en fait, ce qui est en train de mourir, ce n'est pas la discipline en elle-même, mais les réponses formelles et typologiques et le type de réflexe qu'on a, nous, architectes, parce qu'on les a hérités de ces anciennes conditions. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait penser aux gens que la discipline est mourante, mais la discipline n'est pas du tout mourante. Ce qui peut être mourant, ça peut être un langage, ça peut être une manière de faire, mais la discipline en elle-même me semble bien vivante. Et en fait, c'est à nous de réfléchir à comment embrayer et comment l'architecture du XXIe siècle va répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Et là, pour le coup, on a un troisième bloc que Mickaël voulait qu'on aborde. Donc, c'est vous qui l'amenez. Moi, il me semble que c'est ça. Ce n'est pas une question de disparition, ni même de transformation de ce qui est fondamental. Mais là, pour le coup, on devrait rejoindre les questionnements de Jeanne qui disait autonomie pour et contre. Qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est essentiel, en fait. C'est peut-être que chacun de nous pense que ce qui est indispensable et essentiel dans l'autonomie de l'architecture, on a chacun sa vision. Et donc, c'est peut-être dans ce sens que vous la sentez mourante. Oui, ça peut se dire comme ça. Enfin, on peut dire, oui, que la discipline ne disparaît pas, elle change. C'est une autre façon de parler, quoi. Ceci dit, j'ai ressenti quand même, donc j'ai enseigné en école d'architecture pendant, je ne sais plus de 20 ans, 23 ans. J'ai vu quand même disparaître les cours d'architecture. Quand on est enseignant TPCAU, qui doit être le cas de plusieurs d'entre vous, c'est théorique et pratique, quoi. Donc, j'ai vu une espèce de... Peut-être dans le sens de l'expérimentation, quoi. J'ai vu beaucoup de ce qui est bien, d'une certaine façon. J'ai vu beaucoup d'écoles se diriger vers l'expérimentation in situ, en délaissant complètement, je dirais, le cours d'architecture, quoi. Là-dessus, je pense qu'on peut être alors, c'est peut-être pas caché.
Christophe et Diane que je connais, parce que Gilles, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas. Donc, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a, que dans l'enseignement du projet, il y a la question du faire, mais il y a aussi la question de la théorie. Que des fois, peut-être, il y a ce que disait Maria, on a fui dans les écoles de la partie théorique parce que les changements, les bouleversements sociétaux qui sont là ne permettaient pas de prendre le temps de réfléchir à quel était ce nouveau terrain. Et du coup, je pense qu'il y a ce questionnement-là et que c'est pour ça que nous, on essaie de reboucler toutes les choses qu'on est en train de dire, que nous, on avait proposé ce sujet de l'autonomie qui semblait, qui avait l'intention de, justement, de faire le débat, de se poser la question de les essentiels, de qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'école d'art. Et ça, c'est pour ça que c'est une thématique qu'on a proposée dans une revue qui est une revue d'architecture, mais qui est une revue faite dans une école d'archi. Parce que je pense que les enjeux sociétaux liés à la question écologique, à la question de crise, maintenant de crise sanitaire, etc., sociale, nous mènent aussi à nous questionner qu'est-ce qu'on doit faire. Et que nous, école, en tant qu'organisme public et libre, on est obligé d'apporter des réponses. Ouais, peut-être que là, on pourrait passer la parole à Christophe, Jeanne, Frédéric. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont envie de donner une réponse à Christian aussi, pour ne pas rester dans la crainte de voir disparaître. Je ne sais pas si je suis le plus habilité pour répondre, parce que justement, je pense qu'il y a un effet de... comment dire, bon, je pense que c'est différent sur les écoles aussi. Alors, je pense qu'il y a des cultures un peu différentes. Bon, effectivement, il y a une arrivée du projet, effectivement, une espèce de retour du projet dans les années 80, enfin fin des années 80, etc. Donc, il y a eu ça aussi. Il y a aussi le fait que la théorie ou d'autres approches. D'ailleurs, on s'est posé la question aussi à Rennes à un moment, effectivement, de refaire sans préjuger de ce que la théorie pouvait, du fait que la théorie pouvait passer aussi dans l'enseignement du projet, mais qu'elle pouvait se rendre visible un peu plus autonomisée. Là, on peut revenir à ça aussi quelque part. Et je pense que voilà, donc il y a tout ça, il y a la concurrence aussi, je pense je pense que sous-jacent à ça, il y a aussi le côté aussi que comment dire, comme dans tous les systèmes d'enseignement, il y a l'ajout en permanence de tas de nouvelles disciplines, d'options, etc., qui font que voilà, le travail de synthèse, j'espère, il est plus jamais nécessaire. Bon, je sais pas, moi je vois les choses un peu de cette manière-là, et je pense que, je sais pas, moi je suis un enseignant de ce qu'on appelait parfois quand je suis arrivé les disciplines connexes, et je me sens pourtant beaucoup plus intéressé. Finalement, je ne me sens pas connexe, je me sens en tant qu'enseignant de sciences humaines et sociales on a envie de discuter justement de discuter théorie avec les architectes. Donc je pense que tout ça c'est aussi voilà, ça bouge, ça se recombine selon les endroits différemment. Oui, je pense, Christophe, que tu fais référence aussi à la fin de ton article quand tu nous dis que les constructeurs doivent apporter des réponses à la fois satisfaisantes et habitables, tout en essayant d'injecter des considérations proprement architecturales à faire exister l'architecture avec un grand A. C'est vraiment cette question-là qui renvoie donc évidemment aux problématiques d'aujourd'hui, aux questionnements d'aujourd'hui, à une manière de faire différente sans doute, mais aussi aux considérations un peu plus qui dépassent la contingence actuelle, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, je pense qu'on a pas mal tourné autour de ça dans nos débats, autour de aussi bien la question matière, forme, etc. Voilà, c'est ça que j'entends. Enfin, et autonomie créative, c'est ça que j'entendais aussi à travers ça, à travers cette idée de. Je pense qu'on est parti directement là-dessus finalement quelque part avec l'idée de la vieille idée aussi qui est
parfois aussi critiqué par les sociologues. Je pense à Raymond Moulin ou d'autres qui met l'accent là-dessus, cette idée de synthèse d'architecte, chef d'orchestre ou autre. Effectivement, on peut la prendre de manière critique quand elle devient caricaturale, mais pourtant, effectivement, on peut la réinjecter à un moment donné où on a l'impression que cette synthèse ou cette production finalement de quelque chose d'innovant, d'inouï, de nouveau, etc., est sans doute souhaitable et risque de se noyer effectivement dans les arts pris, par exemple dans cette formule-là tout à l'heure utilisée, dans cette espèce de maître d'autre chose que pourrait être, par exemple, le maître de la matière, effectivement, qui pourrait substituer la logique de la matière, ces codes de la matière, à ceux qui appartiennent, en fait, moi, je considère à l'activité et à la pratique des architectes, qui reviennent à cette pratique des architectes. C'est vrai qu'on assiste à la fois d'un côté peut-être à une pratique beaucoup plus expérimentale, beaucoup plus du faire, beaucoup plus de travailler avec l'habitant, mais en même temps, on voit aussi l'émergence de pratiques architecturales qui, elles, sont vraiment ancrées dans la forme. Et c'est ce que Jan nous expliquait dans son article. Et surtout qu'à la fin, par exemple, de l'article, il disait que les images froides et désolées produites par Rossi ou le sublime radical des représentations d'Archizoom et Super Studio pouvaient prétendre à une aura et à laisser une trace, et que ces nouvelles architectures très formelles que tu appelles néo-maniéristes, tu disais que même la trace n'y est plus. Donc là, on est vraiment dans l'autre pendant, il me semble, de ce qu'énonçait Christian. Est-ce que tu penses que c'est une réponse, Jan? Et puis, pourquoi la trace n'a plus le temps de prendre, d'après toi? Alors, je vais essayer de répondre à ça et peut-être faire un peu une synthèse de ce que j'ai essayé de dire jusqu'à là. C'est que, en effet, je ne crois plus, et là je rejoins complètement Christian, c'est que je ne crois pas au fait que ce soit par la forme, par le jeu de la forme, même avec une forme qui innovante, qui suivrait en fait des nouvelles techniques matières. Je ne crois pas que par ça l'architecture puisse résoudre, et encore que si elle est dans cette innovation, au moins elle continuerait à avoir un rôle dans la société, elle répondrait à une fonction. Mais à partir du moment où on est dans des jeux d'un néo-rationalisme, à travers des questions de type qui engendrent telle permanence de la forme, enfin, c'est des choses auxquelles, quelque part, j'ai plus ou moins cru, sans vraiment y croire, pendant un moment. En tout cas, j'ai pu défendre ça. J'ai pu défendre cette idée de permanence contre un progressisme techniciste ou scientiste lié au numérique ou d'autres choses, mais sauf que le problème de ce culturalisme, c'est de devenir encore plus ridicule et comique que le progressisme scientiste. Et le danger pour moi, c'est soit de s'enfermer dans un progressisme réformiste ou alors un peu radical, extrémiste à travers l'architecture computationnelle, digitale, etc. Je parle pas du BIM, je parle vraiment des expérimentations les plus radicales, soit de donner une culture de bon goût qui plaît à tous les jeunes archi-étudiants, de la belle grille sur laquelle on met telle chose. Enfin, voilà. Donc, entre ces deux choses, moi, ce que je vois comme pas une possibilité, mais c'est plutôt une image, c'est la forme la plus froide, mais la plus dure, presque encore plus froide que Rossi. Du coup, je peux penser à Aurélie, l'architecture de Dogma, qui pousse, à mon sens, encore plus loin cette idée de la grille, où à la fin, il y a une grille, mais qui n'est même plus esthétique. Et face à ça, de penser les forces les moins formelles, c'est-à-dire de chercher une dialectique, une confrontation entre la forme la plus froide, la plus rigide, la moins séduisante, et les forces les moins formelles, comme celles des foules révoltées, ou comme peut-être celles dont parlait Christian, c'est-à-dire des choses invisibles, de l'atmosphère, de la matière, mais sans chercher une synthèse entre les deux. De confronter, en fait, de faire de l'architecture la scène d'une confrontation entre des forces, en fait, qui, en effet, échappent à la forme, mais qui ont besoin
des murs de l'architecture et des formes spatiales données par la ville et l'architecture pour s'exprimer. Je considère que malgré tout, l'architecture est toujours ce lieu d'expression des différents rapports de force. Et que voilà, ça va effectivement un peu à côté, c'est une position à côté d'une idée d'évolution, de progrès technique et formel. Je pense qu'il est nécessaire, mais ma position est plutôt dans une tension non résolue entre des formes froides et des forces informelles. Merci beaucoup, Jeanne. Il est 20h15, donc on a fait, je pense que le débat il a été riche. Sauf s'il y a une toute dernière question, je pense que peut-être c'est le moment de s'arrêter. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question qui vous brûle avant qu'on... Oui, suite, donc, Christian Brevet, suite à ce qui vient d'être dit, je voudrais savoir ce que vous pensez comme ça on forme des étudiants à l'architecture. Vous pensez qu'il faut les former comme des futurs auteurs ou comme autre chose, comme des médiateurs ou comme des professeurs d'architecture Est-ce que la notion d'auteur continue d'animer vos cours et la direction dans laquelle vous orientez votre action pédagogique? Je dirais oui, mais d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que même les positions les plus critiques et les plus négatives, et dans lesquelles moi, peut-être que je constitue mon enseignement, poussent toujours, même les positions les plus négatives, même celle d'un architecte qui dit je ne fais plus l'architecture, est une forme, malgré tout, ça reste peut-être une position d'auteur. Mais donc je répondrai oui, malgré tout. Oui. Moi, je pense que nous, on dirait oui sans hésiter. On est toujours des auteurs, mais être auteur ne veut pas dire d'être dictatorial ni d'imposer. Être auteur, c'est de concevoir, de penser, d'inventer et d'imaginer dans un monde qui est le nôtre, qui est celui d'aujourd'hui. Et l'architecture est une construction sociétale. Donc, on est auteur dans un cadre assez spécifique. C'est pour ça qu'être auteur, c'est peut-être plus difficile quand on est en situation de participation, quand on s'intéresse à l'ordinaire, en fait. Et c'est dans ce sens que je pose ma question. Et comment on fait pour être auteur dans l'ordinaire? Non, mais je pense qu'il faut poser la question. Alors moi, là-dessus, je passe mon temps, effectivement, même si j'enseigne pas le projet du tout, mais comment dire, à amener à se questionner là-dessus. C'est-à-dire les questions que vous posez là, c'est nos étudiants se la posent pas toujours immédiatement quand ils s'enflamment pour la participation, l'autoconstruction et je ne sais quoi. Donc effectivement, rappeler que qu'est-ce que ça veut dire par rapport à effectivement par rapport à une pratique d'auteur. Moi, j'avais envie d'ajouter aussi que est-ce que la question nous est posée à nous, profs. Mais face à ça, effectivement, on est aussi confronté à une espèce de glissement de la part justement des étudiants qui parfois ne veulent plus faire du tout de l'architecture, mais de boulanger, je sais pas quoi, comme je disais tout à l'heure. Mais parfois aussi, du coup, je pense que qu'est-ce qu'un auteur, nous, on a lu Foucault et d'autres, et on s'est un peu posé des questions comme ça, mais je pense que les questions se posent plus tout à fait de la même manière chez les générations d'étudiants qu'on a en face de nous. C'est pas généralisable, mais c'est diversifié aussi, quoi. Et je pense que ce débat est un faux débat, non? Parce que l'architecte n'a jamais été un auteur solitaire. C'est-à-dire même quand on était l'architecte du roi, c'était le roi avait son mot à dire. Et comment? Enfin, l'architecte n'était pas seul à décider de tout ce qui se faisait. Et peut-être qu'on a oublié pendant une période 20e, on nous a beaucoup entendus. Mais je pense qu'on a toujours travaillé pour d'autres gens, avec d'autres gens, en tenant compte de tout ça. Mais en construisant, tu parlais comment dire, l'architecte du roi, où ça me fait penser au portrait du roi de Louis Marin, où c'est un jeu
de renvoi. Si tu construis en hauteur aussi par rapport à par rapport à un prince, un roi ou un commanditaire quel qu'il soit. Mais je pense que c'est pas la question, c'est même pas la question, je pense, de la. Je veux dire, quand tu penses que la matière va faire les choses toute seule, que la démocratie va faire les choses aussi de manière quasiment automatique. Quand tu penses, voilà, quand tu penses tout ça, tu es dans une forme de retrait, je pense, de l'autorité. C'est pas de l'autorité justement, mais effectivement, c'est de dire, c'est moi qui décide que ça va dans ce sens-là ou ça va dans tel autre sens, quoi. C'est le même problème d'ailleurs face à l'écriture ou d'autres exercices qu'ils ont à faire et qu'ils n'arrivent pas non plus à faire complètement autrement j'ai envie de dire autrement qu'en copiant. C'est pas tout à fait ça, mais voilà. Le fait qu'il y ait une commande n'empêche pas la posture d'auteur. Enfin, je pense que Colas ou Guéry, qui répondent à des commandes, se sentent pas moins auteurs pour autant. Donc, mais en effet, je suis d'accord qu'il y a, dans les nouvelles générations d'étudiants, il y a une profonde remise en question de ça, mais une remise en question sans forcément mesurer les impacts. C'est une remise en question très idéologique comme ça, de critique qui est tout à fait légitime, de dire, voilà, notamment qui passe aussi par la remise en question de la forme, mais je trouve qu'il y a une naïveté à chaque fois dans ces remises en question. Mais il faudrait voir comment ça se construit, qu'est-ce que ça implique. En tout cas, c'est sûr que ça me rappelle, je vais essayer de conclure parce qu'il est un peu tard, mais ça me rappelle les questions, les débats qu'on avait eu lors du colloque et sur cette position que des fois les étudiants ont d'avoir peur à se confronter au projet. Et donc, du coup, se confronter ou la peur à décider. Et donc, du coup, toi, tu dis un peu, Christophe, dans ton article, quand tu dis, des fois, on se cache derrière cette médiation pour pas décider, et donc, du coup, pour faire un bâtiment à 2 pans, et donc, du coup, on décide rien parce qu'on a peur. Et donc, du coup, je pense, comme peut-être à mode de conclusion, que le rôle de l'architecture, c'est aussi un rôle moi, je suis assez convaincu, de résoudre des problèmes. Je pense que l'architecture est là pour résoudre des problèmes. Et il y a, moi, je le montre à mes étudiants à l'école, tout le travail qui est fait, par exemple, par le groupe de recherche d'Habitat, que Maria et moi, on a cité comme référence dans les procédures de la revue, où justement il traite l'architecture et il traite la question projectuelle comme une façon de résoudre des problèmes, mais pas dans une volonté d'injecter, mais dans une volonté d'apporter quelque chose de plus à la société. Et je pense que c'est le rôle que le XXIe siècle nous mène à réfléchir, que notre rôle, c'est peut-être ça, d'apporter des solutions aux problèmes des gens, mais d'une façon raisonnée, d'une façon avec les connaissances qui sont données par notre discipline. Voilà. Donc, je pense que ce questionnement, cette peur que peut-être les étudiants vis-à-vis du monde de la star architecture qu'il y a eu dans les années 90 et au début de 2000, peut se résoudre en disant on peut être architecte parce que notre rôle est de résoudre des problèmes, et des problèmes qui sont très importants et qu'on les a vécus, qu'on les vit encore dans toutes ces histoires de confinement, et comment on habite chez nous, comment on crée des espaces qui soient habitables, qu'on puisse développer une vie, etc. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une position qui est défendable et qui est transmissible dans les écoles d'archi. Voilà. Donc, je ne sais pas si Frédéric voulait dire quelque chose, mais je pense que peut-être. Je crois que c'est une position que moi j'appelle de créativité critique. C'est-à-dire une position critique face aux situations existantes
et nécessairement créative dans les réponses à inventer pour y faire face. Je crois que c'est quand même un enjeu de répondre aux crises actuelles de manière créative et pas en essayant de recycler des solutions anciennes dont on sait qu'elles ne marchent pas. Je vois que Frédéric, qui a des adhérents, Marie-Trève dit oui, collectivité créative. Donc, je pense que tu as fait le même. Donc, je profite sur ça. Oui, je pense que c'est bien pour finir. Ça fait une bonne synthèse dans laquelle tout le monde peut. C'est assez large pour que tout le monde se retrouve. C'est assez large. Critique et créatif, c'est bien. Tout le monde est content. Et on part en pensant que l'architecture est vivante, qu'on est là et que tout va très bien. On est content de nous, on est à la fois critique, on est créatif, on est très content de nous-mêmes, on peut y aller. Voilà, donc on part la conscience tranquille. Donc, je remercie à tout le monde qui s'est invité, qui en était nombreux. Et donc, c'est tout un succès, je pense, pour l'école. Et je remercie beaucoup Carole, qui est une cachette et qui ne s'affiche pas, mais c'est grâce à elle que tout ça a très bien marché et qu'on a pu débattre de cette façon ouvertement. Et puis aussi, je félicite et je remercie à tous les auteurs qui ont fait que ce numéro, je pense, est un très bon numéro. Ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait. Et parmi d'autres, je remercie aussi à Béatrice, qui est aussi une cachette, je l'ai vu, qui a été bon pour que la revue sorte à temps et qui nous a bien cadré pour que tout avance bien. Donc, merci à tous et merci Jeanne, Maria, Christophe et Frédéric et Christiane et Gilles aussi pour avoir participé dans cette table ronde. Voilà. Et achetez le numéro. Tout le monde qui est encore là, achetez le numéro. Qu'on peut faire là. Ces 2 heures de discussion, c'est en fait un clip publicitaire très très long. Très appuyé, ouais. Donc, merci. À bientôt.